Et si nous prenions la décision de rendre nos vies plus simples? Si nous commencions à prendre du plaisir en faisant beaucoup plus, mais avec moins de ressources? Si retourner à l'essentiel devenait pour chacun d'entre nous un objectif? Je m'appelle Lionel Clément et depuis une dizaine d'années, j'ai décidé de mener une vie plus simple, plus en adéquation avec mes valeurs. Durant ces 10 années, j'ai travaillé à mener une vie plus frugale et j'ai découvert que c'était absolument pas une vie triste, ennuyeuse et pleine de frustration. J'ai découvert dans la frugalité une forme d'abondance qui aujourd'hui me rend pleinement heureux, même si je suis encore loin, très loin d'être arrivé. Et je suis convaincu que cette quête de simplicité est la quête de ma vie. J'ai créé les chemins de la frugalité pour partager mon expérience, mes découvertes, mais aussi pour vous inspirer et vous donner envie, à vous aussi, de faire de l'essentiel le tout de votre quotidien. Je vous souhaite de passer un excellent moment avec moi sur ces chemins qui, au final, ne nous mènent qu'à nous-mêmes. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Victor Fersing, le créateur de la chaîne YouTube La Fabrique Sociale. Sur sa chaîne, Victor interroge notre rapport au digital et notamment aux réseaux sociaux avec un objectif, nous faire prendre conscience des carcans algorithmiques dans lesquels nous vivons, consentant pour le seul plaisir de notre distraction. J'espère que vous prendrez autant de plaisir que moi à l'écouter. Bonjour Victor, comment vas-tu? Salut Lionel, ça va très bien et toi? Bon, écoute, ça va plutôt bien. Je suis très heureux de t'accueillir et pour commencer, je te propose de répondre à une toute petite question. Qui tu es pour te présenter à mes auditeurs et puis Ouais, surtout, c'est quoi ton parcours? ouais, bien sûr. Alors, du coup, je m'appelle Victor Fersing, j'ai 25 ans, je suis créateur d'une chaîne YouTube qui s'appelle La Fabrique Sociale. Voilà, donc au niveau de mon parcours, bah, c'est un parcours qui est plutôt classique finalement. J'ai eu un bac ES en 2015, ça date un peu maintenant. Et j'ai enchaîné par des études d'économie à la Sorbonne. Ouais, Voilà. De belles années. J'ai fait 3, 4 ans à la Sorbonne. Et puis, suite à ça, en fait, j'ai commencé à travailler chez Live Mentor. Donc, que tu connais, entreprise que tu connais bien. c'est là où on s'est connus en fait. J'ai eu le privilège d'être ton collègue de travail. Exact, exact. Et c'était un privilège également. Et en fait, je suis arrivé chez Live Mentor un peu par hasard. En fait, c'était pour me faire un petit sou un été. D'accord? Pour partir en vacances. C'est un ami qui m'a introduit là-bas et puis ça s'est super bien passé. Donc j'ai continué et j'ai passé de très belles années. C'était une super expérience professionnelle et la première d'ailleurs. Et en fait, en mai dernier, donc ça me trottait depuis un moment dans la tête, j'ai décidé de créer une chaîne YouTube qui s'appelle La Fabrique Sociale. Donc on aura le temps d'en parler un petit peu plus en détail après, je pense. Et c'est une chaîne en gros qui tente d'analyser un petit peu les effets que peuvent avoir les réseaux sociaux sur la société. Donc il y a pas mal de sujets à traiter forcément. Et voilà, et c'était un petit peu cette chaîne une manière aussi pour moi de répondre à des questions que je me posais, parce que du coup, pour créer des vidéos, forcément, il faut faire pas mal de recherches, etc. Et en même temps, justement, de pouvoir un petit peu informer les gens que ça intéresse sur ce sujet-là. Euh, donc, euh, donc voilà, actuellement, je travaille là-dessus et plus globalement aussi, ce qui m'intéresse, c'est faire de la sensibilisation au numérique, donc pas forcément uniquement via une chaîne YouTube, mais derrière de différentes manières, que ce soit par la voie associative, que ce soit dans des collèges, lycées, etc., etc. Ok. Donc, mais avant d'en venir à la fabrique sociale, parce qu'on va avoir le temps de beaucoup en Ouais. discuter ensuite, tu sais que moi aussi, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, les réseaux sociaux, parce que c'est un Oui. sujet que je manipule au quotidien, mais qui me met en dissonance cognitive totale, hein. Donc, pour le Ouais. coup, si on essaye de se reporter un petit peu avant tes études d'économie, Mhm. Victor Fersing, quand il était gamin, parce que souvent on dit que quand on grandit, on a tendance à aller vers ses rêves d'enfant ou pas. Mhm. Justement, toi, tu rêvais de quoi quand tu étais gamin? Est-ce que tu étais déjà, alors peut-être pas soucieux des problèmes liés aux réseaux sociaux, mais en tout cas, est-ce que tu étais déjà interrogé par des problématiques qui t'interpellaient, ce genre de choses? Alors c'est possible, je pense un peu inconsciemment. Mais moi la première fois que je me suis un peu imaginé faire un métier, mais ça je pense que c'est le cas de beaucoup d'enfants, c'était genre 6 ans et c'était plus d'être joueur de foot. C'est pas très original. Et suite à ça, j'ai jamais forcément eu trop d'idées très précises sur ce que je souhaitais faire.
J'étais pas vraiment le genre à avoir un plan bien déterminé dans ma tête, mais je pense que j'avais un côté peut-être un peu observateur sans le savoir aussi. J'étais un peu taiseux quand j'étais petit, j'aimais bien regarder ce qui se passe. Et du coup, je pense que c'est pour ça aussi que assez tôt, quand les réseaux sociaux sont arrivés, on commençait à se démocratiser, etc. J'étais peut-être, je me posais un peu des questions, peut-être sans le savoir là-dessus, et ça m'a aidé derrière à développer une réflexion. Mais non, mis à part ça, pendant mon adolescence, je planifiais pas grand-chose. J'aimais bien faire des choses assez simples, genre que font un peu tout le monde, genre écouter de la musique, aller au cinéma, regarder des matchs de basket tard la nuit, sans le dire à mes parents. Et à côté de ça, ouais, bouquiner, commencer à bouquiner un petit peu des livres. Et puis il y a un moment donné où j'ai peut-être un peu eu un déclic avec ça et j'ai commencé à vraiment m'informer de plus en plus, à lire les journaux, essayer de comprendre un petit peu l'environnement dans lequel on était. Et du coup, après, ça m'a amené un petit peu aux réseaux sociaux. Ouais. Et justement, c'était quoi ton rapport aux réseaux sociaux quand tu étais ado? Parce que pour le coup, toi, tu as grandi avec les réseaux sociaux, ce qui n'est pas forcément mon cas, tu vois. Ouais. Moi, ils sont arrivés bien plus tard dans ma vie. Mais toi, tu as grandi avec eux. C'était quoi ton rapport aux réseaux sociaux? C'était déjà un rapport compliqué ou tu te posais pas trop de questions? En fait, je pense que si je me suis assez rapidement posé des questions, je pense. Donc moi, je me rappelle la première fois on m'a invité sur Facebook. Donc à l'époque, on envoyait des invitations, je crois, par mail. Donc c'était un de mes potes qui avait dû m'envoyer une invitation en mode rejoint Facebook. Ouais. Donc c'était en 2008, donc je devais avoir 11 ans. Donc Facebook, c'était interdit aux moins de 13 ans. Mhm. Donc dès la première étape, il y avait une forme de transgression parce que du coup, en deux clics, je pouvais m'inscrire sur Facebook alors que normalement, j'avais pas le droit. Et je me rappelle un petit peu de l'effet que ça m'avait fait. En fait, j'étais clairement pas en position de formuler une critique très claire sur ah tiens ça va mal évoluer, etc. Parce qu'en plus de ça, quand c'est sorti, ça semblait anodin et il semblait y avoir un peu que du positif. C'est ce dont je me rappelle. Mais c'est vrai que quand j'ai commencé à me mettre sur Facebook, il y avait quand même un truc que je trouvais qui clochait un petit peu dans le sens où c'était peut-être une nouvelle un peu bombe technologique qui arrivait tout comme ça d'un coup, qui allait changer beaucoup de choses. Et je pense que inconsciemment, je me posais un petit peu des questions, mais j'étais incapable de réellement le formuler et de faire sens de ça dans ma tête. Et puis c'est plus avec le temps derrière, quand les effets un petit peu négatifs des réseaux sociaux se sont amplifiés, que ça a été plus facile de comprendre un petit peu de ce qui se passait et de faire des recherches là-dessus. Ok, alors justement, si on revient maintenant à il y a un an, donc il y a Ouais. un an, il y a un petit peu plus d'un an en fait, tu décides de tout quitter pour te consacrer pleinement à ce projet, donc ta chaîne YouTube, La Fabrique Sociale. Comment est-ce qu'elle est née, cette idée de la Fabrique Sociale? Et quand est-ce qu'elle est née? Est-ce qu'elle date d'il y a un an ou d'il y a un petit peu plus longtemps? Je pense que quand j'ai vraiment décidé à vraiment bosser là-dessus un peu à plein temps, où j'ai décidé que c'était ça plutôt que je souhaitais faire, ça devait être peut-être il y a 2 ans, quelque chose comme ça, peut-être 2 ans, 2 ans et demi, je pense. Et en fait, à mon avis, je me suis dit que fallait que je me lance là-dedans parce que en fait, je voyais que les effets que je considérais comme négatifs des réseaux sociaux avaient tendance à s'amplifier et que malgré le fait que ça s'amplifie, en fait, ça, les gens n'y prêtaient pas forcément assez attention. En tout cas, il n'y avait pas assez d'espace, par exemple, accordé à ce sujet, par exemple, dans les médias. Et puis à chaque fois que j'en parlais aux gens, à des tables de café, etc., tout le monde était très intéressé, avait des avis d'ailleurs assez intéressants dessus, mais personne en parlait vraiment proactivement. Et je trouvais qu'en fait, les changements que ça apportait, ça imposait un petit peu à la société, parce que ça s'impose aussi un peu d'une certaine manière, n'étaient pas du tout assez discutés. Et donc, en fait, par exemple, il y avait des sujets que je voyais traîner sur Internet, dont on y discutait peut-être aux États-Unis, et je me disais, mais attends, pourquoi on ne parle pas de ça en France? Pourquoi ça n'a pas plus d'ampleur? Là, Le Monde a écrit un article sur tel problème, mais il devrait en fait y avoir une vidéo entière là-dessus ou des trucs comme ça. Et donc, je pense que c'est un petit peu à partir de là que je me suis dit, oui, bah, en fait, il faudrait que s'il y a un contenu qui me manque à moi et dont moi, je pense que j'aurais besoin, mais qui n'est pas présent malheureusement dans la médiasphère, et ben dans ce cas-là, pourquoi est-ce que moi, justement, je m'en occuperais pas et j'essaierais moi-même de donner un petit peu de la visibilité.
Donc, je pense que c'est un petit peu parti de là. Justement, c'est quoi exactement les thématiques que tu abordes dans tes vidéos? Et pourquoi est-ce que tu les abordes en fait? Pourquoi aujourd'hui, clairement, ces réseaux sociaux, ils te dérangent? Mais déjà, c'est quoi justement les thématiques que tu abordes liées aux réseaux sociaux? Ouais. Euh, alors, en fait, je suis pas mal mon intuition pour choisir les sujets. Donc, j'ai pas forcément de plan à 2 ans sur je vais traiter tel sujet, etc. De toute manière, je pense que ça serait une erreur parce que c'est vrai que ça évolue tellement vite, ces C'est sujets-là, clair. que on peut pas vraiment prévoir. Euh, donc, je suis pas mal mon intuition. Et je pense que le point de départ, c'est un petit peu, voilà, il y a quelque chose que j'essaie de comprendre sur un sujet lié aux réseaux sociaux et du coup, je vais faire des recherches dessus et en faisant des recherches dessus, je vais mieux le comprendre et de là va sortir la vidéo. Donc, c'est aussi pour combler un petit peu des trous dans ma connaissance que je le fais. Et puis après, bah, si c'est utile aux gens via YouTube, par exemple, c'est cool. Mais du coup, je suis pas mal mon intuition, mais j'ai remarqué qu'effectivement, il y avait un petit peu des, euh, vraiment des sous-thématiques que j'essayais d'aborder. Donc, par exemple, les premières vidéos que j'ai faites sur la fabrique sociale, ça traite un petit peu des liens entre réseaux sociaux et géopolitique. Donc, par exemple, comment est-ce que Facebook, puisque ça a tendance à mettre en avant des postes qui sont très clivants, comment est-ce que ça peut fragiliser, par exemple, le modèle démocratique américain? D'accord. Une autre vidéo sur comment, par exemple, TikTok, puisque c'est une entreprise qui appartient à une société chinoise, comment est-ce que ça peut renforcer cette fois-ci le modèle autocratique chinois et comment est-ce que, par exemple, toutes les innovations technologiques qu'ont mis en place le gouvernement taïwanais ces dernières années peuvent cette fois-ci renforcer un modèle démocratique de tout un tas de manières différentes. Donc, par exemple, ça, c'était un peu un trio de vidéos que j'avais fait sur le côté un peu géopolitique des réseaux sociaux. D'accord. Et à côté de ça, j'ai enchaîné aussi avec une série de vidéos sur Twitter. Donc là, cette fois-ci, c'était plus un peu rentrer en profondeur sur comment est né un réseau social comme Twitter, qu'est-ce que ça a apporté comme chose positive, derrière, quels ont été les côtés négatifs, qui étaient d'ailleurs souvent imprévus, hein. Et puis, du coup, qu'est-ce qu'on fait? Quelles sont certaines des solutions qu'on pourrait mettre en place pour stopper les effets négatifs. Donc ça, c'était plus se focaliser sur une entreprise. Et puis là, dernièrement, les 2 dernières vidéos que j'étais sorties, c'était plus pour se focaliser sur l'aspect addiction des réseaux sociaux. Donc vraiment les expériences psychologiques qui ont permis de comprendre comment rendre addict certaines personnes, par exemple aux machines à sous. Et c'est un effet qu'on retrouve dans les smartphones avec les réseaux sociaux. Euh, etc., etc. Donc, pour le moment, je vois un petit peu les vidéos comme des sous-thématiques aux réseaux sociaux, géopolitique, psychologie, euh, business model, etc., etc. Alors, si on prend justement ces réseaux sociaux aujourd'hui, c'est clair qu'ils sont omniprésents dans nos vies, mais ils ont ils ont un énorme impact aujourd'hui dans notre vie réelle, hein. Si tu prends Ouais, Twitter aujourd'hui, l'impact sur très clairement, par exemple, la vie politique aujourd'hui, il est juste monstrueux. ouais. Si on reprend ce que tu disais sur les addictions, TikTok aujourd'hui, c'est un véritable fléau, on peut le dire, hein, auprès des plus jeunes, mais pas que. On voit beaucoup aujourd'hui d'adultes qui sont complètement addicts à TikTok au point de complètement se désocialiser. Mhm. Euh, Comment aujourd'hui est-ce que tu vois ça? Est-ce qu'aujourd'hui, ce que tu vois là, euh, comment dire, est-ce que ça te rend optimiste? Où est-ce que aujourd'hui, pour toi, il y a un vrai problème euh, dans, euh, dans ce qui se passe aujourd'hui par rapport à ces médias qui ont certes une utilité, Ouais, mais qui finalement sont partis aujourd'hui dans des dérives assez importantes. ouais. Euh, Moi, je pense que la manière avec laquelle j'aborde le problème, c'est un petit peu en voyant ça comme notre rapport entre les technologies et nous-mêmes, les utilisateurs de ces technologies. J'essaie de le voir un petit peu comme un rapport de force. Donc la question, c'est plus, est-ce que du coup, on est au service des technologies ou est-ce que les technologies sont à notre service? Et du coup, c'est deux mondes qui sont complètement différents. Et effectivement, quand je me balade dans la rue aujourd'hui, j'ai tendance à penser qu'on est plus au service des technologies, dans le sens où on est un petit peu piégé par leur caractère addictif, etc. Et donc, ouais, je vois un peu ça comme un rapport de force.
Et en fait, je pense on est dans une situation aujourd'hui assez particulière parce que il y a souvent eu ce rapport de force, c'est-à-dire qu'il y a souvent eu des entreprises qui voulaient justement nous rendre accros à leurs produits. Je sais pas moi, les grandes entreprises du tabac, parce que ça leur permettait de faire du profit, ça a toujours existé. Mais le truc, c'est que aujourd'hui, avec les technologies justement dont disposent par exemple les grosses entreprises de la tech, c'est devenu beaucoup plus facile de nous rendre accros. En tout cas, c'est beaucoup plus facile qu'avant. Euh, et, euh, et donc, on peut le voir, par exemple, pour prendre un exemple, en 97, c'est Kasparov qui s'est fait battre par un ordinateur, je ne sais plus quel était son nom. Donc, le champion du monde d'échecs s'est fait battre à son propre jeu par un ordinateur. Et aujourd'hui, par exemple, quand on est sur Facebook et quand on est sur notre fil d'actualité, c'est comme si en fait on était pareil en train de se battre contre un ordinateur qui cherche à capter notre attention, sauf que cet ordinateur est 10 000 fois plus intelligent que le même ordinateur qui a battu Kasparov. Pour se représenter un petit peu la chose. Donc, c'est pas forcément étonnant que les gens sentent une sorte de perte un peu d'autonomie sur leur capacité à se réguler justement face à ces technologies. Donc, ça, je trouve ça assez préoccupant. Donc après, la question, c'est plus comment est-ce qu'effectivement on renverse le rapport de force pour que du coup ces technologies soient à notre service. Dans ce cas-là, ça serait incroyable, quoi. C'est toutes les promesses qu'ont pu apporter justement les débuts d'Internet, les réseaux sociaux à leur début, etc. C'était justement, ça semblait extrêmement positif. Ça pouvait permettre aux gens d'accéder réellement de la connaissance. Ça permettrait aux gens de se connecter aux quatre coins du globe pour avoir des discussions constructives sur tout un tas de sujets. Et donc, ouais, ça a un énorme potentiel, mais effectivement, aujourd'hui, avec les dynamiques vont pas forcément dans ce sens, quoi. C'est vrai que j'en parlais ce matin, tu sais, dans l'épisode de ce matin de mon podcast, j'en parlais justement parce que c'est vrai que Facebook, si je prends que Facebook, parce que Facebook est assez emblématique et puis quelque part, c'est peut-être aujourd'hui le réseau que j'utilise le plus. Ouais. Si je prends que Facebook, à la base, c'est quand même un réseau qui m'a permis, par exemple, quand j'ai commencé à m'intéresser à des thématiques, etc., tu vois, par exemple, l'alimentation végétale, ce genre de choses, ça m'a permis à ce moment-là, de pouvoir me connecter rapidement à des communautés de personnes qui partageaient les mêmes centres d'intérêt que moi. Ouais. Ça, pour le coup, encore aujourd'hui, tu vois, j'adore Facebook, justement parce que j'y trouve ces groupes et ces communautés, etc. Et en même temps, je sais qu'en faisant ça et en y allant, d'une certaine manière, je vends mes données. Ouais. Tu vois, je donne quelque part je donne quelque part mes données à une entreprise qui derrière va les revendre et qui va qui va m'utiliser par exemple pour faire de la publicité, ce genre de choses. Bref, en soi, ça c'est problématique. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour, à ton avis, pour garder que le meilleur en fait de ça, c'est-à-dire le fait de pouvoir aller à la rencontre de communautés qui partagent des centres d'intérêt communs et supprimer le reste en fait? Ouais, c'est une bonne question. C'est une question même à $1 milliard, je dirais. Je pense que c'est la question que tout le monde se pose. Hein. Ouais, c'est parce que c'est une très bonne question et j'aurais pas de réponse définitive à apporter à ça. Parce que c'est vrai qu'il faut considérer tout ce que peuvent permettre aussi les réseaux sociaux. Pareil, moi, j'utilise les réseaux sociaux. Dans mon utilisation, il y a des côtés qui sont extrêmement positifs et d'autres côtés qui sont extrêmement négatifs. C'est clair. Et l'un des trucs que je remarque, c'est que malheureusement, c'est difficile d'utiliser une drogue de manière quotidienne sans tomber complètement accro. Donc, j'aurais pas de réponse définitive à apporter. Moi, je sais que de manière individuelle, j'essaye déjà. Enfin, la première chose que moi j'essayais de faire, c'était vraiment d'essayer donc déjà de partir du principe que mon attention est extrêmement importante, comme celle des autres, et c'est une des ressources les plus importantes qu'on ait. Et donc, pour moi, ça partait aussi du fait de faire un peu ma propre hygiène au niveau des réseaux sociaux. Donc, par exemple, sur les réseaux sociaux, on trouve du contenu pertinent et du contenu qui l'est beaucoup moins, à mon sens. Et donc, les premières questions, moi, que je me posais, c'était voilà, quel type de contenu j'ai envie de partager et quel type de contenu, en fait, peut être un peu, on va dire, à la hauteur de l'attention des gens, si je dois le formuler un peu comme ça.
Donc, quel est le contenu que je peux poster qui est vraiment respecte cette attention. Et bon, évidemment, derrière, mes conclusions peuvent être pleines de défauts. Mais moi, je me disais, voilà, si par exemple, un jour, je tombe sur un article qui me paraît vraiment intéressant, bah là, ça peut valoir de le partager, par exemple, via une story Instagram. Parce que maintenant, tous mes potes sont sur Instagram. C'est sur Instagram que je les trouve. Ou alors, s'il y a quelque chose que je trouve vraiment marrant, je trouve qu'en soi, ça a de la valeur. Et du coup, je vais peut-être le partager justement sur les réseaux sociaux. Et je pense que c'est une question qui est assez importante parce que du coup, si tout le monde justement se met un petit peu à réfléchir comme ça, on peut déjà vraiment rendre l'espace un peu informationnel des réseaux sociaux beaucoup plus sain, où on arrête de trouver uniquement des posts où on s'en fiche un peu et on retrouve des posts vraiment qui ont du sens, qui ont de l'importance et qui respectent notre attention. Je trouve que c'est peut-être un premier truc à faire, c'est de faire un peu son hygiène personnelle sur les réseaux sociaux. Et c'est difficile à faire parce que là, même moi dernièrement, je suis tombé sur des informations sur Internet qui m'ont rendu un petit peu colérique. Notamment, bah, justement, c'était au niveau des taux de dépression des adolescentes. C'était un long article d'un sociologue Ouais. qui justement racontait qu'il y avait environ un tiers des adolescentes américaines dans la décennie qui avaient déjà pensé à se suicider. Donc j'étais là en mode c'est incroyable. Et lui, il trouvait un des facteurs, c'était justement l'utilisation des réseaux sociaux, même le gros facteur. C'était la grosse hypothèse. Et bah parfois quand je vois un truc comme ça, bah ça me met peut-être un peu en colère et du coup j'ai tendance à vite partager le post, alors que parfois en fait je ferais mieux justement de me calmer 2 secondes, de respirer un bon coup et peut-être de partager le post, mais en le faisant de manière plus pédagogique, plus constructive. Et ça par exemple, c'est pareil, ça en revient à un peu mieux se connaître soi-même, à ajouter une dose de conscience dans notre cerveau, là où les réseaux sociaux justement cherchent souvent à ce qu'on fasse les actions, ce qu'on prenne les actions le moins conscientes possible, quoi. Alors, au-delà des réseaux sociaux, moi je trouve que dans tout ça, finalement, se pose la question des algorithmes, puisque c'est eux, Mhm. finalement, qui sont vraiment problématiques. Alors, il y a quelques temps de ça, j'ai écouté sur France Culture une émission qui était super intéressante où ils interviewaient, tu sais, le père de la publicité pop-up, qui s'appelle Ethan Zuckerman, et qui Ok. parlait justement de l'avenir des communautés. Et justement des réseaux sociaux et tous les dangers en fait qu'occasionnaient les réseaux sociaux. Et il disait que l'avenir, selon lui, c'était finalement de créer ses propres communautés, tu vois, d'arriver en fait à se dire que est-ce que c'était vraiment important aujourd'hui, par exemple, d'avoir 20 millions de fans sur Instagram? Mhm. Est-ce que vraiment on pouvait dire, même en ayant 20 millions de fans sur Instagram, que c'était sa communauté? Et est-ce Ok. que c'était pas plus intéressant d'avoir sa propre communauté, finalement, captive, c'est-à-dire une vraie communauté qui serait vraiment, qui nous appartiendrait vraiment et avec laquelle on interagirait vraiment. Et lui, ce qu'il préconisait, c'était vraiment, au-delà de la fin des réseaux sociaux, c'était vraiment de s'affranchir des algorithmes, en fait. Ok. Euh, comment est-ce que justement, comment est-ce que tu vois ça? C'est quoi ta vision justement de ces algorithmes? Est-ce que selon toi, cette vision finalement de revenir vers des communautés plus restreintes, mais des communautés qui nous appartiendraient vraiment, ça peut être effectivement une vraie solution? La Ouais, question est vaste, hein. Là pour le coup, je t'envoie ouais, tellement de pavés. non, mais carrément, mais c'est super intéressant comme question. Euh, Super intéressant. Et bah pour remonter un petit peu justement dans le temps, parce que je pense qu'il y a un angle assez intéressant pour y répondre, c'est, je sais pas si tu es familier avec le nombre de Dunbar, si ça te dit quelque chose. Ah, pas du tout. Alors explique-moi et puis explique-nous pour le coup, parce que je connais pas du tout. Ouais, c'est en fait donc c'est un anthropologue qui s'appelle, il est encore vivant, je crois, Robin Dunbar, qui Ouais. en gros a établi que en fait la plupart des tribus de chasseurs-cueilleurs dans l'histoire, la préhistoire, euh, en fait, avaient un nombre de membres qui gravitait autour du nombre 150. Donc, généralement, il y avait 140 membres ou 160 membres, mais c'était rarement 2000 membres ou
ou 50 membres, par exemple. D'accord. Et, et en fait, il disait que le nombre de Dunbar, ça dépassait rarement les 150 personnes parce que, en gros, apparemment, notre cerveau est capable de connaître, de bien connaître maximum, grosso modo, 150 personnes. Voilà. D'accord. Au-dessus de 150 personnes, bah, on n'est plus capable de reconnaître vraiment les visages, on n'est plus capable d'avoir assez de discussions avec tous les membres de la tribu. Et donc, ça pose un vrai problème de confiance. Et donc, ce que la théorie un petit peu derrière ça, c'était que, en fait, les tribus qui fonctionnaient le mieux, c'était des tribus qui avaient environ 150 personnes, parce que comme tout le monde se connaissait, bah, il y avait la confiance régnait dans le groupe. Et si quelqu'un, par exemple, dans la tribu se mettait à faire n'importe quoi ou se mettait, je sais pas moi, à voler dans la tribu, et ben en fait, comme tout le monde se connaît, bah, ça se repérait rapidement. Et donc, c'était rectifié. Et donc, en fait, l'idée, c'est que dans une petite tribu, bah, en fait, l'intérêt personnel d'un individu et forcément s'aligne avec l'intérêt collectif du groupe. Parce qu'il n'y a Très pas moyen marrant. de... Ouais, Tu sais que, il n'y a pas très longtemps, tu sais, j'ai une grosse communauté sur Facebook. ouais, Je dois avoir à peu près 16 000 personnes, tu sais, qui suivent ma page. ouais. Et je me suis posé la question combien de personnes étaient réellement actives en fait sur ma page. Et finalement, je crois que le vrai nombre en fait est pas très loin Ouais. des 150. Ah ouais? Ouais, Bah, c'est... c'est-à-dire vraiment les personnes qui sont là tous les jours, tu vois, qui interagissent vraiment avec les publications, etc. On doit être entre 150 et 200, tu vois. Ouais. Bah, il y a peut-être de ça, hein. Il y a peut-être de ça. D'ailleurs, je me demande s'il n'y a pas un truc comme quoi dans le monde de l'entreprise aussi, il y a une sorte d'étape dans le développement d'une boîte où à partir de peut-être 150 membres ou quelque chose comme ça commence à se compliquer. Je me demande s'il n'y a pas un truc comme ça. Mais du coup, ouais, c'était et donc par rapport à ça, ouais, il y a un lien avec les réseaux sociaux qui me semble assez intéressant, c'est que effectivement, est-ce que finalement, donc en fait, la nature humaine s'est un petit peu développée pour vivre dans ces petites tribus. Donc, est-ce qu'on était vraiment prêt justement d'un coup à connecter la totalité de l'humanité pour discuter d'un coup vannes ouvertes? Euh, Visiblement, c'est pas si certain que ça. Bah oui. Donc effectivement, d'où la question de revenir à peut-être à des communautés plus restreintes, etc., qui est vachement intéressante. Et je crois qu'il y a pas mal de gens dans le monde de la tech qui y pensent un petit peu, qui ont proposé ça comme solution. Et je pense que ça pourrait être effectivement extrêmement intéressant euh, de recréer un petit peu des petites communautés. Maintenant, je sais pas à quel point c'est réalisable, mais ça serait une expérimentation intéressante. Et si, je sais pas, un patron de la Silicon Valley du type Mark Zuckerberg un jour a envie de d'AB tester ça sur une communauté, je sais pas, aux États-Unis, ça serait hyper intéressant de voir les résultats, de voir à quel point justement ça augmente le bien-être des personnes qui sont dans ces groupes. Et, euh, et donc, ouais, je pense que notamment en s'appuyant sur euh, les des concepts comme le nombre de Dunbar, en analysant vraiment ce que c'est la nature humaine, parce que je pense que c'est aussi un des gros défauts des réseaux sociaux, c'est que, bah, en fait, on appelle ça des réseaux sociaux, mais derrière, ça n'a pas du tout intégré toutes les composantes de la nature humaine, qui est quand même hyper complexe. Euh, Si on réintègre ça un petit peu et si on fait des vrais tests sérieux, etc., bah, il peut y avoir des alternatives, je pense, qui peuvent être hyper intéressantes. Et des petites tribus numériques comme ça pourraient en faire partie potentiellement. Alors aujourd'hui, il y a des petites communautés comme ça qui se créent sur certains réseaux un peu alternatifs, type Reddit, Mastodon, etc. Ouais. Euh, et aujourd'hui, finalement, des réseaux aujourd'hui qui sont exempts, entre guillemets, de publicité, ce genre de choses. Alors, on n'est pas du tout dans la même démarche commerciale. Comment est-ce que tu vois justement ces tentatives? Est-ce que finalement la crainte, c'est pas la crainte de tout ça, c'est pas qu'à un moment on cherche à le monétiser aussi? Hmm. Que finalement tout Ouais. ça c'est qu'une affaire de gros sous. C'est finalement le problème, ça reste une affaire de gros sous. Oui, il y a une affaire de gros sous, c'est certain. Et, euh, et je pense qu'en fait, bah, déjà par rapport au fait que les gens aujourd'hui, je pense qu'un des problèmes aussi, c'est qu'on a un petit peu normalisé le fait que s'informer à travers les réseaux sociaux, ça soit quelque chose de gratuit. En fait, bah, à la base, les gens s'informaient quand même bah, via des moyens payants, en achetant le journal, etc. Puis les réseaux sociaux sont arrivés, c'est devenu les super médias.
Et en fait, une des particularités, c'est que c'était gratuit et que du coup, effectivement, le business model reposait sur les annonceurs, etc. Mais c'est vrai qu'à travers mes recherches un petit peu justement pour faire mes vidéos, etc., à chaque fois, la conclusion, c'était un petit peu que le système de gratuité euh, permettait pas justement d'avoir réellement d'obtenir un média de qualité. Mais du coup, l'un des problèmes avec le fait que ça soit gratuit, c'est que du coup, les réseaux sociaux n'ont pas vraiment à travailler pour les utilisateurs, mais vont plus avoir à travailler pour les annonceurs. Et donc, l'intérêt des annonceurs, ça va être que les utilisateurs passent le plus de temps sur le réseau social. Mais le problème, c'est que du coup, ce qui fait que les gens passent du temps sur les réseaux sociaux, c'est généralement les contenus qui sont clivants, c'est les fake news. Enfin, tout ça est assez bien documenté. Donc, c'est un petit peu, ça permet pas d'avoir vraiment un média qui crée du consensus ou qui crée des débats constructifs, mais c'est plutôt exactement l'inverse. Donc, Après, c'est vrai que la manière dont fonctionnent aujourd'hui les algorithmes des réseaux sociaux, c'est un peu particulier finalement. Parce qu'aujourd'hui, en gros, comment dire, ce qui va être poussé par un réseau social auprès d'un utilisateur, c'est pas un contenu intéressant, c'est le contenu que, par définition, il va être le plus susceptible d'aimer. Donc, et peu importe finalement si le contenu est vérifié, pas vérifié, s'il est écrit avec les pieds par une IA, ce que tu veux. Ce qui est important, c'est juste à un moment que tu le likes ou que tu t'engages avec lui, en gros, pour rester sur le réseau social un maximum. ouais. Peut-être que le problème, il vient de là aussi. Le fait qu'aujourd'hui, ces réseaux sociaux qui sont des médias qui aujourd'hui vérifient absolument rien. Oui, c'est ça. C'est un peu des histoires justement qui essayent de pousser ces grosses entreprises. Euh, c'est que grosso modo, c'est des plateformes qui sont neutres et que du coup, si en fait les gens effectivement obtiennent ce qu'ils veulent parce que on leur propose les vidéos avec lesquelles ils interagissent le plus. Mais bon, il y a quand même une différence énorme entre ce que les gens veulent et ce dont les gens ont besoin. Et c'est très important, je pense, de le rappeler. Et je sais pas, moi, quelqu'un veut peut-être prendre de la drogue. Oui, il veut prendre de la drogue. Est-ce que c'est exactement de ça dont il a besoin? Ça, c'est un peu plus discutable. Donc, il y a quand même une grosse différence, je pense, là-dessus. Et même aussi le fait, je pense enfin, c'est impossible qu'un algorithme soit neutre. C'est-à-dire que de ne pas choisir, c'est choisir. Et donc ça, c'est un petit peu c'est assez bullshit justement d'expliquer ça aux gens, de dire non, nous en fait notre algorithme est neutre. À partir du moment où la nature humaine en fait est faite de biais cognitifs et très faillible, il faut prendre ça en considération parce qu'effectivement, si derrière on construit un algorithme qui est complètement neutre, sachant que les humains vont beaucoup plus être attirés par des contenus qui mettent en colère, par exemple. Et si on laisse faire, et en fait, ton réseau social, il est rempli de posts qui sont hyper clivants. Et puis derrière, c'est pas forcément très bon pour la société. Mais tu sais, j'avais fait un test. Alors, il faut savoir que j'ai fermé mon compte TikTok il y a maintenant quelques semaines parce que vraiment, j'en Ouais, pouvais plus du tout. Donc, ça a été la plus grande victoire de ma vie, il faut que tu le saches. bravo. C'était très dur parce qu'il y avait beaucoup de monde sur mon compte TikTok, mais je me suis dit, allez, go, fermons-le. Et pour autant, j'avais fait un test qui était assez marrant et assez glaçant, en fait. Ok, C'est que, et je t'invite à le faire si vraiment tu as envie d'être glacé, tu crées un compte TikTok from scratch, donc à partir de rien, et tu regardes en fait le temps que met TikTok à s'adapter finalement aux vidéos que tu aimes ou que tu n'aimes pas, ou même juste au temps que tu vas passer sur certaines vidéos en fonction de ce qu'il va te présenter. ouais, Tu vois, dans ton fil, dans le fameux fil pour toi. ouais, Et c'est assez flippant parce que tu te rends compte qu'au bout déjà de 5 minutes, 10 ouais, minutes, la sélection de TikTok commence à s'affiner. Et là, tu te rends compte, en fait, progressivement, que le réseau, parce que je pense que TikTok, en termes d'algorithme, c'est le max du max qu'on peut arriver ouais. à faire. En 10 minutes, le réseau commence déjà à avoir une emprise sur toi. Et ce qui fait qu'en fait, tu crées ton truc, tu commences à swiper, et 3 heures après, tu te rends compte que tu y es encore parce que le réseau s'est adapté à toi finalement en Ouais, un rien de temps. ouais.
c'est assez dingue, c'est assez dingue. Et je crois qu'il y a il y avait des études comme quoi aussi à partir de peut-être 100 likes, Facebook te connaît mieux que C'est ta clair. propre femme, ou à partir de peut-être 200 likes, quelque chose comme ça, le réseau social te connaît presque mieux que toi. Et je crois qu'il y avait une autre étude comme quoi, en fait, rien qu'en analysant les mouvements de ta souris sur ton ordinateur, en Mhm. fait, une intelligence artificielle pouvait définir ta personnalité à un niveau de détail assez hallucinant. Parce que, je sais pas moi, si tu bouges ta souris de manière très brusque et très rapide, ça veut dire que tu es quelqu'un d'agressif à tant de pourcents, etc. Donc c'est assez dingue en fait ce que tu peux récolter comme information avec des inputs qui sont assez anodins. Aujourd'hui, si tu devais donner aux personnes qui nous écoutent quelques conseils, à toi de me voir combien de conseils tu peux avoir envie de donner, mais quelques conseils pour justement, peut-être pas se passer des réseaux sociaux, parce que ça semble très compliqué, mais en tout cas avoir une meilleure hygiène vis-à-vis des réseaux sociaux, euh, peut-être les vivre plus sereinement. Ce serait lesquels? Ouais. Euh, Quelques idées que je pourrais te donner. Hum, alors, il y a un truc, par exemple, il y a une étude qui montre que, par exemple, si vous voulez travailler, vous concentrer quand vous travaillez, je pense qu'une des bonnes manières de faire, c'est en fait de s'éloigner le plus possible de votre smartphone. Par exemple, un truc, ça c'est un mini conseil, mais il y a par exemple une étude qui montre que on est moins performant cognitivement, que ce soit parce que si notre portable par exemple est sur notre table, Ouais. même s'il est éteint. On est moins performant aussi quand notre portable est dans notre poche. On est moins performant cognitivement. Donc en fait, rien que la présence physique, même si le portable est éteint, en fait, moi ce que je fais du coup, c'est que généralement je l'envoie dans ma chambre parce que je sais que je suis pas capable de m'autoréguler. Et c'est vrai que ça libère un petit peu l'esprit. Donc ça ouais, c'est peut-être un conseil. Et puis sinon effectivement essayer de vraiment se fixer des limites. Donc, par exemple, moi, ce que j'essaie de faire, c'est d'ouvrir les réseaux sociaux peut-être 3 fois par jour. Et encore, c'est déjà énorme et j'arrive pas tout le temps à les respecter. Mais de me dire, voilà, il y a peut-être un moment le matin où je vais les ouvrir, un moment le midi et un moment le soir. Et vraiment d'essayer de créer cette discipline. Parce que, en tout cas, moi, je sais que si j'ai pas de discipline pareille, c'est mort, hein. Je vais y retourner Ah, assez on est régulièrement. tous pareils. On est tous pareils. Ouais, je pense que il y a peut-être 2, 3 personnes sur Terre qui arrivent à y résister, c'est possible, mais je pense que la nature humaine est faite telle que on est genre vraiment très addict à ça. Donc ouais, se fixer des limites. Il y a un bouquin de Cal Newport, il me semble, qui s'appelle Digital Minimalism, où il analyse justement pas mal ce problème et où il prône un petit peu le fait de s'éloigner un petit peu des écrans. Et dedans, il avait fait un test un petit peu avec peut-être une trentaine de participants ou peut-être 1 000 participants, quelque chose comme ça. Et dans lesquels, en fait, il disait, voilà, essayez de vous éloigner prenez un mois, essayez de vous éloigner le plus des réseaux sociaux possible, gardez leur utilisation à un strict minimum. Donc, un strict minimum, ça peut vraiment être uniquement pour, je sais pas, des raisons professionnelles. Mais sinon, essayez vraiment de les enlever. Et puis, pendant ce mois-là, réfléchissez justement à votre utilisation des réseaux sociaux, à pourquoi vous les utilisez, comment vous voulez les utiliser, etc. Donc, en fait, rajouter un petit peu une dose de conscience dans cette utilisation. Et je pense que c'est un test que les gens, effectivement, peuvent faire, qui peut leur permettre de reconsidérer vraiment leur rapport à ces technologies. Et visiblement, à la fin du test, la plupart des participants, justement, changeaient de manière fondamentale leur utilisation des réseaux sociaux. Et puis après, on peut aussi se dire, voilà, est-ce qu'on a réellement envie de passer notre vie sans savoir ce que c'est d'être sans réseaux sociaux? Parce qu'aujourd'hui, c'est ça, hein, on est tout le temps dedans. Et donc, est-ce qu'on a vraiment envie de terminer notre vie en se disant, voilà, j'ai jamais vécu la vie sans réseaux sociaux? Soit une expérience, je pense, qui peut être vachement intéressante. Il y a, tu sais, dans, il y a un marketeur, alors pour le coup, c'est un marketeur américain qui, alors, Ouais, n'est pas du tout dans l'éthique, réseaux sociaux, ce que tu veux, hein. Lui, son objectif, c'est vraiment d'utiliser les réseaux sociaux pour vendre des produits en faisant un max de pubs.
Donc, a priori, c'est l'inverse complet, il est à l'opposé complet de tout ce qu'on Ouais. peut dire, mais qui, je trouve, donne un conseil très juste, en tout cas qui peut être très juste pour des entrepreneurs. En fait, ce qu'il leur dit, donc c'est Russell Brunson, tu sais, Ok, oui, je vois, ouais. le petit papa de ClickFunnels. Donc, vraiment, quelqu'un qui n'est pas vraiment connu pour son côté très éthique. Mais par contre, qui dit quelque chose de très juste. Il dit, en fait, aujourd'hui, on perd énormément de temps sur les réseaux sociaux. Tout ça parce qu'en fait, on passe énormément de temps à consommer du contenu. Ouais, Et en fait, il dit, lui, le moyen qu'il a trouvé, et très honnêtement, ça fonctionne, puisque pour le coup, je m'en suis beaucoup inspiré, ça a été de se dire, bah, plutôt que de consommer du contenu, on va transformer ce temps pour créer du contenu. ok, Donc, se dire, bah, plutôt que de passer 1 heure à être sur mes réseaux, je vais plutôt écrire un article de blog, faire une vidéo, enregistrer un épisode de podcast, tu vois, même faire un post pour mes réseaux. Mais en tout cas, je vais arrêter de consommer du contenu à tort et à travers, en tout cas de manière passive. Et je vais uniquement, le seul contenu que je vais consommer, c'est le contenu des gens qui m'intéressent vraiment. Tu vois, donc je vais les carrément. booster, etc. Et je trouve que son conseil n'est pas idiot. Alors, bien sûr, ça veut dire quelque part, on participe à la surenchère de contenus qui sont publiés sur Internet, mais bon, c'est aussi notre métier. Mais je trouve que le conseil est assez intéressant parce qu'il est beaucoup plus constructif, peut-être. Ouais, je suis complètement d'accord pour le coup. C'est une question aussi que je me posais à un moment donné parce que alors j'utilise les réseaux sociaux, mais je pense de manière plus active qu'avant. Et c'est vrai que par le passé, j'utilisais ça de manière très passive. Et je me disais, bon, il y a un problème, quoi. Est-ce que je suis juste un ordinateur qui est censé justement consommer, digérer de l'information à tort et à travers, sans vraiment participer justement un petit peu à cet environnement informationnel. Et je pense que, ouais, personnellement, j'essaye de me dire, voilà, essaye d'utiliser ça de manière moins passive, essaye de l'utiliser de manière active, mais alors, euh, toujours dans cette logique de, voilà, l'attention des gens est quand même est très importante, et du coup, c'est aussi moi, en me disant ça, que j'essaye de créer du contenu de plus en plus quali et d'investir de plus en plus de temps dans ce que je fais. Et je trouve que c'est une bonne manière. Je sais que sur mes dernières vidéos, j'essaie vraiment de me rentrer ça dans la tête en mode il faut que j'essaye de sortir un truc qui soit un petit peu à la qui essaye d'être à la hauteur du temps des gens, et ça me pousse à vraiment investir plus de temps, plus d'efforts, plus de réflexion dans ce que je crée. Et et donc ça va plus être voilà, si une vidéo me prend du temps, bah c'est pas grave, mais au moins à la fin c'est un contenu euh, que j'espère qualitatif, plutôt que de sortir vraiment genre un truc tous les jours qui est un peu bâclé, etc. Mais c'est clair que je comprends tout à fait ce que tu dis. Alors bon, moi, je suis plutôt du côté à sortir un Stack à truc neuf, tous les jours. C'est chacun, tu vois, sa manière carrément. d'aborder les choses. Mais c'est vrai que moi, c'est pour ça que j'ai voulu qu'on fasse cet épisode. C'est que même si on a été collègues de travail, moi, je t'ai surtout découvert avec tes vidéos. Et finalement, c'est vrai que quand on regarde tes vidéos, c'est pour ça que je les conseille à tout le monde, hein, toutes les personnes qui nous écoutent, quand on regarde tes vidéos, quand on finit, on se sent un peu moins con. Ou en tout cas, on a quand même vraiment l'impression d'avoir appris quelque chose, ou au moins de s'être posé quelques bonnes questions, tu vois. Et rien que pour ça, c'est énorme, tu vois. On sent vraiment que tu as mis le temps et que tu nous voles pas, en fait, notre bande passante de cerveau. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je trouve très important. Ok, c'est cool. Bah merci. Et et ouais, je pense que c'est vraiment important aussi. Et moi, c'est un des trucs aussi qui m'inquiète et qui me fait un petit peu cogiter, c'est de voir justement qu'on est entré dans cette ère de la surinformation où l'information est complètement abondante, mais où du coup, enfin parfois, genre quand je suis effectivement, c'est pas forcément que sur les réseaux sociaux, ça peut être à la télé, etc. Voir des gens, voilà, produire des choses qui sont, je trouve, assez voilà, pas effectivement à la hauteur de l'attention qu'on a et du temps limité qu'on a dans une journée. Et je trouve ça vraiment dommage. Et par contre,
À l'inverse, il y a une forme, j'ai l'impression, de résistance qui s'est peut-être mise en place ces dernières années. Et on voit par exemple des formats longs parfois. Mhm. Donc par exemple des podcasts qui durent 3 à 4 heures, qui ont un succès énorme sur YouTube, etc. Et ça, pour le coup, c'est une dynamique que j'ai trouvée hyper cool. Et c'est vrai que maintenant, je regarde pas mal de podcasts des formats très longs. Et ça, ouais, c'est une dynamique que je trouve vraiment positive et ça apprend vraiment à connaître quelqu'un en profondeur. Il n'y a pas le rythme effréné de la télévision où on doit interviewer quelqu'un en 2 minutes et puis après, il faut passer à la pub. Là, pour le coup, sur YouTube, il y a des formats qui sont hyper qualitatifs, qui sont sur un temps long et et voilà, qui sont sans coupure, sans forcément coupure pub. Et ça, je trouve que c'est vers ce genre un petit peu de philosophie de contenu qu'on peut tendre, enfin une des voies en tout cas, qui est vraiment intéressante. Aujourd'hui, qu'est-ce qui te rendrait vraiment fier, en fait, si on se projette un petit peu? Euh, c'est une bonne question. Euh, en fait, si les gens, franchement, si j'ai un commentaire par exemple sur une de mes vidéos YouTube, même d'une personne qui dit que c'était bien, euh, que ça l'a informé et, euh, et qu'il faut continuer comme ça, moi c'est les petits trucs comme ça aujourd'hui qui me rendent fier. Alors peut-être que un jour je voudrais un truc encore plus important pour me rendre fier. J'aurais besoin d'autre chose. Mais moi, enfin, tant que si mon travail et le temps que j'investis, par exemple, que ce soit dans la vidéo ou dans d'autres choses, ça résonne chez les gens et que les gens effectivement se sentent un peu mieux informés avec ça, c'est déjà très très cool. Et après, de manière plus globale, je dirais. Euh, de manière plus globale, il y a quand même des enjeux auxquels on fait face, en fait, auxquels la société va faire face là dans les prochaines années, auxquels on fait déjà face maintenant. La crise climatique, c'est un petit peu l'exemple de base Oui, à ça, qui sont, euh, qui sont extrêmement importants. Et du coup, c'est là aussi où la manière avec laquelle enfin, les choses sur lesquelles on porte notre attention vont être extrêmement importants. Et donc, c'est aussi pour ça, je pense que je lançais la chaîne YouTube. C'était effectivement qu'il y avait des sujets qui me semblaient vraiment importants et on n'y porte pas forcément assez attention. Euh, donc, c'est pour ça que parfois les sujets sont peut-être un peu sombres sur les réseaux sociaux, comment ça nous rend addicts, etc. Et donc, mes posts peuvent parfois manquer peut-être un peu de joie, etc. Mais néanmoins, je pense que c'est aussi en se confrontant réellement à cette réalité-là que derrière, on peut mieux comprendre le problème. En tout cas, moi, Mhm. ça me permet de mieux comprendre le problème. Et à partir du moment où on comprend mieux le problème, du coup, on peut trouver de meilleures solutions, je pense, pour y résister ou pour le résoudre. Et à la fin, c'est ça qui nous permet voilà, de vivre un peu plus en autonomie, de vivre un peu plus libre. Et puis, j'espère au bout du chemin d'être un peu plus de vivre mieux, de vivre plus heureux. Mais parfois, ça demande effectivement de se confronter à ces trucs qui sont assez lourds, quoi. Donc, je pense que au final, c'est pour ça que c'est ça la visée ultime. Mais ça demande de passer par cette étape un peu intermédiaire où on est là en mode waouh, c'est quand même un gros problème et il faut s'en occuper, quoi. Victor, on arrive à la fin de cet épisode. Euh, Quel dernier mot est-ce que tu voudrais dire aux personnes qui nous écoutent? Déjà, merci pour l'écoute, si vous avez écouté jusqu'à la fin. Bah, en tout cas, c'était super intéressant. Donc, moi, ça m'a intéressé. Donc, Ok, j'espère que ça a vraiment intéressé les personnes qui nous écoutent. ça fait au moins une personne, c'est déjà suffisant. Et On moi, va viser un peu plus, mais je suis converti, tu le sais bien. c'est cool, c'est cool. Ouais, merci pour l'écoute. Voilà, vous savez si ça vous a intéressé la chaîne YouTube La Fabrique Sociale. Est-ce que tu Et as un ouais, site sinon peut-être. internet ou quelque chose si les gens veulent te retrouver? Alors, j'ai un blog, mais alors c'est pas exactement sur la fabrique sociale. Alors je mets quelques articles dessus sur les réseaux sociaux, mais j'ai un blog personnel qui s'appelle pourqa.org. Alors, C'est en je vous référence. mettrai tous les liens hein, Ah oui, c'est ça. dans les commentaires de cet épisode.
C'est ça. Donc j'ai un blog et sinon ouais en termes de ressources complémentaires pour les gens que ça intéresse, je conseillerais une série de vidéos YouTube que j'ai regardé il y a pas longtemps. Ça prend du temps à regarder, mais ça vaut vraiment le coup. Ça s'appelle The War on Sense Making D'accord. par le Daniel Schmachtenberger et c'est un intellectuel américain qui parle justement donc sense making en anglais, ça voudrait dire en français peut-être la capacité à faire sens du monde, donc à comprendre le monde qui nous entoure. Et c'est vrai qu'aujourd'hui c'est un problème majeur parce qu'il y a beaucoup de désinformations qui circulent sur les réseaux sociaux et c'est difficile de comprendre exactement ce qui se passe dans le monde, comment hiérarchiser les problèmes, etc. Et du coup, en fait, c'est une série de vidéos YouTube où Schmachtenberger, donc Daniel Schmachtenberger, euh, parle du problème, essaye de bien définir le problème, pourquoi aujourd'hui on est désinformé, quelles sont les conséquences de ça, et qui essaye du coup de donner aussi des outils pour améliorer sa capacité justement à faire sens du monde. Et il va vraiment en détail dans le sujet et c'est vachement intéressant et je pense que c'est quelque chose, c'est un sujet sur lequel on devrait vachement se renseigner. Donc par exemple, un truc qu'on peut faire, c'est on sait qu'il y a ce qu'on appelle des bulles de filtre qui existent sur Facebook. Où en fait, on s'intéresse à un sujet et puis l'algorithme va faire que recommander ce sujet. Et du coup, on devient complètement dogmatique et on pense que on a raison sur tout et que les autres ont tort sur tout. Et une manière très rapide une des manières, par exemple, de contrer ça, c'est quand on est sur Facebook, essayer de tromper l'algorithme. Donc, en fait, on va, au lieu de liker uniquement les personnalités publiques qui croient qui sont sur le même axe politique ou idéologique que nous, on va s'abonner en fait à tout un tas de gens et important des gens qui ne pensent pas la même chose que nous. Et comme ça, on va cette fois-ci avoir un fil d'actualité dans lequel on a des avis divergents. Et Mhm. c'est quand même plus simple derrière pour se faire une juste idée du monde que d'avoir uniquement des gens qui parlent de choses auxquelles on croit déjà et qui servent juste à renforcer nos propres croyances. Donc c'est juste un exemple parmi tant d'autres dont il parle. Mais donc je pense que ouais, c'est une bonne du bon contenu à visionner sur YouTube. Victor, merci beaucoup. Bah, merci à toi pour l'invitation. C'était un plaisir. Je te souhaite une excellente fin de journée. De même, toi aussi, très bonne fin de journée. Salut Au Lionel. revoir. Ciao. Cet épisode des Chemins de la Frugalité est maintenant terminé. Comme d'habitude, je vous invite, si vous avez aimé mon podcast, à vous y abonner et à lui mettre 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. Vous pouvez même déposer un commentaire, notamment sur Apple Podcast. Ça m'aidera beaucoup à bien le référencer. Sinon, vous pouvez aussi le partager autour de vous afin de le faire connaître à vos proches. En attendant, je vous souhaite à tous une très belle journée et je vous dis à demain pour un nouvel épisode. Au revoir.